Bonsoir à tous, merci de venir pour cette session sur Spark et traitement de Spark sur GPU. J'espère que jusqu'à présent votre conférence se passe bien. Ouais. Moi c'est Raphaël, et en fait je suis consultant technique indépendant, et je travaille depuis pas mal d'années sur plein de sujets, et actuellement énormément sur la data, sur Spark et dans le cloud, avec une appétence particulière pour tout ce qui est problème de performance. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler d'aujourd'hui d'un framework qui s'appelle Rapid. Donc Rapid, c'est un projet qui a été initié par NVIDIA depuis à peu près 2 ans, et qui a pour vocation de permettre à tout l'écosystème de la data science d'utiliser des cartes graphiques. Actuellement, les cartes graphiques sont surtout utilisées pour la partie deep learning, et assez peu pour les modèles traditionnels ou pour toute la partie préparation de données. Et leur but, c'est d'augmenter l'utilisation des cartes graphiques, parce que bizarrement, ils en vendent. Et en fait, Rapid, c'est un écosystème de plein de projets. On a un fondement qui est CUDA, donc qui est leur librairie qui permet d'envoyer du code à la carte graphique, sur lequel ils ont déployé un framework qui s'appelle QDF, qui est une réimplémentation du dataframe Pandas, donc ça offre à peu près les mêmes fonctionnalités que Pandas, en s'appuyant sur la librairie Arrow de Apache. Et au-dessus de ces 2 briques fondamentales, en fait, ils ont développé plein de petites librairies logicielles qui permettent de faire le traitement de données sur GPU. Il y a des librairies qui sont plutôt orientées scientifiques, avec traitement de signal, traitement de réseau de graphes, traitement de données géospatiales. On a des librairies qui sont plutôt machine learning, donc QML qui est une réimplémentation de scikit-learn, et XGBoost, ils ont contribué à une implémentation GPU avec XGBoost. Et après, on a des librairies qui sont plus orientées de traitement de données. Blazing SQL, c'est globalement SQLite, mais sur GPU. Dask, il y a une partie GPU pour paralléliser du Python, et Spark, donc, qui va nous intéresser aujourd'hui, qui permet d'utiliser les traitements Spark, mais dans la carte graphique. Quand vous allez sur le site web de Rapid, je vous ai mis une URL en bas, on vous présente ce magnifique graphique, qui vous dit que si vous utilisez leur plugin, vous allez à peu près 4 fois plus vite que si vous utilisez des CPU, et ça va vous coûter 2 fois moins cher. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois ce genre de truc, je suis un peu sceptique. C'est peut-être parce que je commence à être un peu vieux et que j'en ai vu pas mal. Donc la première chose que je me dis, c'est finalement, est-ce que ça marche vraiment, ou est-ce qu'on est en train de me vendre quelque chose avec 3 astérix? Si vous regardez bien, il y a des astérix sur les images. Avec 3 astérix pour me dire, c'est peut-être que c'est pas pour moi. Et alors ça tombe bien, je travaille actuellement avec plusieurs clients qui ont des use cases qui sont très différents. D'un côté, je travaille avec une équipe de data scientists. Et les data scientists, on ne travaille pas sur des données énormes, quelques dizaines, centaines de gigas, le plus gros dataset d'aura 1 Tera. Et ils travaillent essentiellement sur des machines uniques. Donc ils ont des serveurs, avec ou sans carte graphique, plus ou moins gros, et dessus ils font des traitements, ils font des ETL, ils font du feature engineering pour préparer leurs algorithmes, ils font de l'exploration de données, et puis évidemment ils font du machine learning. Et à côté de ça, je travaille avec un autre client où là, par contre, je suis dans l'équipe Data Lake. Et donc, on est dans un contexte complètement différent parce qu'on a un énorme cluster, ou plusieurs clusters, dont le but est de gérer des centaines, voire des milliers de jobs par jour. Les jobs sont relativement simples. Souvent, c'est du transfert de données, de l'acquisition de données, reformatage, etc. Il y a un petit peu de tel, mais donc c'est des jobs qui sont relativement uniformes, mais par contre, il y a beaucoup de concurrence et il y a beaucoup de jobs qui arrivent en permanence. Donc c'est 2 contextes qui sont très différents, qui ne sont pas du tout les contextes qui sont benchmarkés par Rapid. Et donc ça m'intéressait de voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, j'y suis allé. Donc pour pouvoir utiliser Rapid, la première chose, on va commencer sur un monoserveur, parce que c'est plus simple. La première chose qu'il vous faut, c'est quelques prérequis. Il vous faut une carte graphique. Actuellement, c'est compliqué. Mais sur le cloud, vous avez des machines avec des cartes graphiques. Donc les exemples que j'ai utilisés sont surtout sur AWS, parce que c'est là où je travaille. Enfin, mes clients sont sur AWS. Il vous faut une image qui possède un driver pour la carte graphique qui va bien. Et il vous faut le toolkit CUDA. Pour Spark Rapid, la dernière version, c'est 11 minimum. Une fois que vous avez ça, la configuration du plugin en elle-même est très simple. Il y a 2 jars. Un qui est le jar CUDF, donc QDF, et un qui est le jar Rapid en lui-même. Il y a la déclaration du plugin, et il y a juste à dire OK active. C'est quand même relativement simple en setup de base. Après, il y a une option que je vous conseille à coup sûr, qui est de rajouter Explain All,
Parce que ce que ça va faire, c'est que à chaque fois que vous allez lancer un job, il va vous dire, voilà, est-ce que ça va sur la carte graphique ou pas, et est-ce que c'est utile? Enfin, il va vous expliquer ce qu'il fait de façon un peu plus explicite. Pour vous simplifier le travail, si ça vous intéresse, j'ai un lien qui est sur mon GitHub, qui est un script qui fait directement toute l'installation, du moment que vous avez sur une machine qui a déjà les prérequis de base et un JDK. Donc il fait l'installation de Spark, il télécharge Rapids, et il crée un environnement Conda. Après, une fois qu'on a installé le plugin, il faut s'attaquer au code. Et la promesse de l'outil magique, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de toucher au code. La promesse de l'outil, c'est que vous prenez le code tel que vous l'avez actuellement, et vous le tournez sur un GPU sans rien changer. Magique. Alors, comment ça marche, la magie? Est-ce que vous êtes tous familiers avec Spark? Vraiment, le moteur? Oui, non? Okay, vous pouvez lever la main si vous connaissez un peu Spark? Okay. Donc, vous avez dû entendre parler de Catalyst, qui est le moteur qui interprète votre code, soit SQL, soit DataFrame, et qui le transforme en plan d'exécution effectivement exécuté par les machines. Donc Catalyst, il y a une série de phases que j'ai un peu simplifiées. Ça part de mon code, ça découpe un arbre de syntaxe, ça passe un tas de règles d'optimisation dessus. Ensuite, ça calcule un plan physique qui dit oh, c'est comme ça qu'on va s'exécuter. Et ensuite, à la fin, ça fait un RDD de internal row qui est optimisé encore avec de la compilation à la volée. Et en fait, ce que fait le plugin, c'est qu'il se plug dans le moteur et il va remplacer le plan physique. Chaque étape du plan physique va être remplacée par un plan physique équivalent, mais sur carte graphique. Donc là où on aurait fait un project ou un filter en CPU, en fait, il va faire un GPU filter. Voilà. Et à chaque fois, il va faire ça. Mais une des différences fondamentales, c'est que la carte graphique travaille toujours par colonne, et pas par ligne. Donc il va travailler sur toutes les valeurs de la même colonne en une seule fois, et ensuite il va passer à la colonne suivante et à la colonne suivante. Donc en fait, en sortie, on a un RDD de colonnes, d'un batch de colonnes, et pour être compatible avec l'API et le reste des opérations, il faut reconvertir ça en ligne. Donc en fait, il fait un bypass, et c'est complètement transparent du point de vue du code. Ce que ça donne, ce que ça montre, là c'est donc une photo de l'UI. À gauche, vous pouvez voir qu'il y a une partie du code qui est optimisée par le GPU. Alors je ne sais pas si vous avez à lire, mais je ne peux pas zoomer parce que c'est une image. Il y a marqué GPU batch scan, GPU filter, GPU coalesce batches. Et à droite, dans le même plan d'exécution, j'ai des grands blocs standards que vous devez connaître dans Spark, qui sont du Wall Stage Code Gen. Et ça cohabite dans le même plan. Parce qu'en fait, d'un côté, il a réussi à l'optimiser, de l'autre côté, il n'a pas réussi. Mais c'est pas grave, tout se mélange. Si vous regardez à la fin, ça affirme dans le GPU parce que tout est recasté sous forme de colonne batch. Donc les étapes suivantes, en fait, sont sur le GPU parce que ce qui sort du CPU est remis en colonne et pas ce qui sort du GPU est remis en ligne. Donc c'est relativement simple et intuitif à mélanger. Et si vous voulez, moi, je peux vous montrer rapidement ce que ça peut donner, mais très rapidement. Donc là, je suis sur une machine de C2. Est-ce que c'est assez gros? Oui? Dans le fond, c'est bon, vous arrivez à lire? Super. Donc j'ai installé mon script Gist que je vous ai donné. Donc en fait, c'est sur Conda, et ça installe un environnement Conda Rapids. Une fois que vous avez installé Rapids, ça vous a installé PySpark, le code toolkit, etc. Ça vous a installé les paramètres de base qui vont bien dans Spark, en configurant la JVM pour prendre la moitié de la machine. Donc la HIP prend 50% de la mémoire de la machine. Et si vous regardez dans les messages, vous voyez que le Rapids Accelerator a été activé. Alors j'ai un tout petit exemple. J'ai utilisé un jeu de données qui s'appelle Sirène, que vous connaissez peut-être, qui est fourni par l'INSEE, qui est la liste de toutes les entreprises en France, donc tous les événements qui concernent les entreprises en France. C'est distribué sous forme de CSV, je l'ai déjà reconverti en parquet parce que ça marche mieux. Et si je fais un truc très simple, qui est un group by par numéro de Sirène, pour savoir combien il y a d'établissements par entreprise, donc je vais chercher le top 10 du nombre d'établissements par entreprise, je lance, et là vous voyez, le fait que j'ai mis explain all, j'ai un message qui me dit, ben voilà tout ce qui est passé sur le GPU. Est-ce que ça peut marcher sur le GPU ou pas? Là, en l'occurrence, tout marche sur le GPU, il n'y a pas de souci. Donc il l'a exécuté sur le GPU, et il m'a donné un résultat. Si je voulais faire la même chose en CPU, j'ai pas besoin de quitter et de redémarrer, je peux juste désactiver temporairement le plugin. Donc là, je vais lui dire true,
false, justement. Donc on va dire, je n'active plus le plugin, je relance la requête, et là je passe en CPU. Et vous voyez que c'est un peu plus long. C'est même sensiblement plus long. Voilà, la même requête, GPU, CPU. Okay. Donc là, c'est des requêtes qui sont simples, hein. Il n'y a pas beaucoup de données, mais c'est pour illustrer le... Je dois avoir l'UI quelque part, mais je vois pas ma souris. Donc tant pis. J'arrive pas à voir la souris. Donc j'aurais pu vous montrer que, en gros, le plan GPU sur cette requête-là prend 2 secondes, le plan CPU prend 10 secondes. Donc en vrai, le GPU est 10 fois plus rapide. Donc ça marche à peu près. J'ai fait des benches avec des jobs de mes clients. Donc c'est des vrais jobs qu'on utilise. En l'occurrence, ce client-là, il est plutôt dans un environnement de type retail, donc on a des produits, on a des magasins, des ventes et des clients. Et ce qu'on voit, c'est que le temps d'exécution, alors c'est 2 serveurs qui sont équivalents, si vous ne connaissez pas les gammes AWS, le M5D 4X large et le G4DN 4X large, c'est des machines à 16 GPU, 16 cœurs, 64 Go de RAM, le 4GN a en plus une carte graphique. C'est la seule différence entre les 2 machines. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en carte graphique, on est souvent plus rapide. Quand les jobs sont très simples, comme le store, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, c'est pas significatif. Par contre, quand on commence à avoir des jobs comme le sales, qui prend une vingtaine de minutes sur la machine, enfin 40 minutes sur la machine en CPU, ça ne prend plus que 20 en GPU. Donc on a vraiment un gain pas négligeable, puisqu'on divise par 2,5 quasiment le temps. La dernière colonne vous fait le rapport de coût de la requête, c'est-à-dire combien coûte la machine par rapport au temps qu'a passé la requête. Les deux sont des prix en demande, mais le ratio est toujours le même, que vous ayez des discounts ou pas. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est pas rentable d'utiliser le GPU sur une toute petite requête, le store. Même si on y gagne, en fait, c'est trop petit pour que ça soit vraiment intéressant, on a payé plus cher et on n'a pas rentabilisé. Par contre, quand on commence à rentrer sur le sales, ça commence à être rentable. Et c'est particulièrement intéressant sur les feature calculations, qui sont finalement, par exemple, à chaque fois qu'on fait une transaction sur un ticket, récupérer le volume de vente des 12 derniers mois du client quand il a fait le ticket. Donc c'est beaucoup de window function avec des sortes et des choses comme ça. Et en fait, c'est très optimisé pour la carte graphique. Donc ces jobs-là, on bénéficie beaucoup et on fait un gros gain en termes d'amélioration de vitesse et de coût. Et on a aussi des gros fails, puisque Customer, pour le coup, a fait x5 en termes de perf, et c'est après avoir tuné, parce qu'au départ, ça crache. Et en fait, la raison pour laquelle ça crache, et la raison pour laquelle ça fail, c'est que c'est pas 100% compatible avec Spark. Il y a un certain nombre de trucs qui ne sont pas gérés au niveau de la carte graphique, ou qui ne sont pas gérés de la même façon, et donc qui sont désactivés. Et donc ça ralentit les jobs quand on tombe dans ces cas-là. Le premier cas qui est relativement embêtant dès qu'on touche à de l'argent, c'est le support de décimales, qui est limité à décimale 18. Donc si vous avez des types de données qui sont plus gros que décimale 18, en fait, ils ne sont pas gérés par le GPU, ils vont passer en CPU. Les floats ne sont pas forcément activés par défaut parce qu'ils sont, certaines opérations de float ne sont pas activées parce qu'elles ne sont pas implémentées de la même façon, elles ne donnent pas les mêmes résultats en GPU et en CPU. Sur les arrondis de float, ça ne donne pas tout à fait les mêmes résultats. Les timestamps sont gérés en UTC only, donc ça veut dire qu'en gros votre machine doit être en UTC pour que ça marche. Ce qui ne me pose pas de problème parce que je suis en Irlande et que c'est vrai par défaut. Et là, en l'occurrence, la raison pour laquelle Customer ne marchait pas, c'est un dataset qui a beaucoup de structures imbriquées. Et donc, en fait, comme elles sont imbriquées et c'est pas géré par le CPU, enfin par le GPU, ça fait beaucoup d'allers-retours entre le GPU et le CPU, et au final, ça prend beaucoup plus de temps que tout traiter en CPU. Donc, il y a une page dédiée sur le site pour la compatibilité des opérations. Et il faut avoir ça en tête en fait quand on se lance dans la GPU, c'est que des fois c'est un peu limité quand même. En cluster, on complexifie singulièrement les choses. Parce que jusqu'à présent, Spark c'était monomachine, j'ai un GPU, machin, c'est sympa. Quand je suis sur un cluster, il faut que je fasse plein de choses pour que ça puisse marcher. La première chose, il faut que Yarn apprenne à gérer des GPU. Si vous êtes sur un cluster Yarn, donc en EMR standard par exemple, et pas sur Kubernetes. Sur Kubernetes, il va le faire de base. La première opération est faite de base, mais sur Yarn, il faut lui dire, ok, on va utiliser Docker parce qu'on veut gérer une ressource supplémentaire, et on doit déclarer qu'on va gérer des GPU. Ensuite, il faut qu'on donne
il y a au système un moyen de savoir combien il y a de GPU par machine. Parce qu'il va devoir attribuer des GPU à des machines, et donc il faut donner des numéros à chaque GPU. Si vous avez une machine qui a 4 GPU, il faut pouvoir savoir que la numéro 0 c'est celle-là, la numéro 1 c'est celle-là, la numéro 2 c'est celle-là, etc. Donc il y a un petit script qui doit être déployé. NVIDIA en a fourni une copie qui marche très bien, donc tout le monde utilise la même chose. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Et le troisième point, c'est qu'il y a des options que tu rajoutes à Spark qui permettent de lui dire, ben voilà combien de GPU tu dois donner à chaque exécuteur. Ça fait pas mal de conf, donc là aussi, je vous ai fait un petit list qui donne un script qui vous permet d'utiliser, alors il a été fait sur EMR, donc à la fin ça permet de lancer un cluster EMR. Il vous permet d'utiliser la dernière version de Rapids, donc la 21.08 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Parce que officiellement EMR supporte Rapids comme un plugin, donc vous pouvez demander à activer Rapids. Il se trouve que quand j'ai testé, moi ça marche pas. Donc sur un EMR 6.3, vous demandez à activer Rapids, en fait il crash au bootstrap, il ne démarre pas. Et de toute façon, la version qui vous bundle est une version d'il y a 6 mois, donc sur un projet de 1 an, c'est une version obsolète totalement. Donc si vous voulez tester sur un cluster sur EMR, je vous conseille ce script-là. Vous gagnerez beaucoup de temps. Sinon, si vous pouvez aussi ouvrir des tickets chez Amazon. Ça marche aussi, mais je ne sais pas à quelle vitesse ils vous répondent. Alors, évidemment, j'ai aussi fait des benches sur le cluster. Pour le coup, c'est un petit peu différent parce que les jobs sont toujours un peu les mêmes. Ce qui change, c'est le type de données, le volume de données. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de types de jobs différents qui tournent sur ce cluster-là. On voit un peu la même chose que sur la machine unique en vrai. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jobs qui sont améliorés, pas forcément de façon substantielle. Plus les jobs sont courts, moins ils sont améliorés en vrai. Et de temps en temps, on tombe sur des cas pathologiques où en fait le job n'est pas du tout amélioré, voire fortement dégradé. Donc là, sur cet exemple-là, vous pouvez voir que les 3 premières sont à peu près intéressantes, plus ou moins. Hein. On est à 70% du cost ratio, donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus divisé par 4. Par contre, le dernier, on fait x3 sur les temps, et on fait quasiment x3 sur les coûts. Ce qui potentiellement est un problème dans d'autres cas, parce qu'on a des SLA de temps de traitement sur les jobs, donc si le temps dépasse un certain seuil, on va être hors SLA, donc on ne va pas utiliser cette techno. Évidemment, comme je suis sur un cluster, je suis moins intéressé par la performance unitaire, mais plus par l'effet de masse en fait, des jobs. Et en fait, dans mon bench qu'on a chez ce client, on lance 600 ou 700 jobs en affilée qui simulent des conditions de production, pour pouvoir voir comment le cluster se comporte dans un environnement de type production. Et donc là, je vous ai mis en haut les résultats pour un bench en Spark 3, donc en EMR 6.3, Spark 3.3.1, avec 9 machines de type M6 GD 8X large, de leur petit nom. Si vous ne connaissez pas les gammes par cœur, c'est des machines Graviton à 32 cœurs et 128 Go de RAM. Qui est ce qu'on utilise en général. Et en bas, vous avez donc les machines, le cluster en mode GPU, donc avec beaucoup moins de CPU, puisqu'il n'y a que 128 CPU, mais 32 GPU associés, parce qu'il y a 32 machines qui sont des G4DN X large. Au final, donc, il y a moins de CPU sur le deuxième cluster, mais il coûte un peu plus cher à l'heure. Un tout petit peu plus cher. Mais ça reste le même ordre de prix en termes de coût horaire d'un cluster. Et on voit que la courbe de... Donc là, j'ai pris tous les temps de réponse de tous les jobs, et je les ai triés par ordre croissant. Donc ça vous fait une sorte de latence croissante de tous les jobs, et on peut voir sur la même échelle verticale, donc les durées sont les mêmes, et on voit que globalement, sur un GPU, on a plus souvent des réductions de temps, mais qu'on a quelques jobs pathologiques qui vont être au-dessus de ce qu'on a sur le CPU. Ok, c'est clair pour tout le monde, ça vaut... On a un autre problème sur le GPU, c'est que 8% des jobs ne finissent pas. Essentiellement pour des problèmes de compatibilité, certains jobs, notamment si vous avez un gros CSV qui est gzip, ça peut poser des problèmes parce qu'il faut que ça rentre dans la RAM de la carte graphique, et si le fichier ne rentre pas dans la RAM de la carte graphique, vous allez avoir un problème. Parce que Spark ne sait pas le paralléliser en fait. CSV gzip, c'est forcément une task, et donc ça rentre. Enfin, il faut que ça rentre dans la carte graphique, et la carte graphique, elle fait
Là, les G4DN, c'est des T4, donc c'est 16 Go de RAM maximum. Donc c'est un peu limité. Donc au bilan, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Et qu'est-ce que j'en tire comme enseignement de ce sujet-là? Quand ça marche super bien. Si vous avez des requêtes qui rentrent dans les cas que je vous ai montrés, le group by ou la window function, vous êtes effectivement pas loin des performances qu'annonce NVIDIA. Donc vous allez avoir des temps de traitement qui sont 2 ou 3 fois plus inférieurs et des coûts qui sont 2 ou 3 fois inférieurs. Donc ça vaut carrément le coup. Le problème, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Et donc, les cas d'utilisation, faut que ça. Par exemple, si vous êtes dans des métiers où vous gérez beaucoup de tickets, donc métiers type retail ou des métiers pub où vous avez un gros job avec une énorme cardinalité, il est très probable que ça marche très bien. Ça vaut le coup de le tester. Si vous êtes dans le cas comme celui de mon deuxième client, vous avez un cluster multi-tenant qui tourne plein de jobs qui ne sont pas forcément très gros, ça ne marche pas du tout. En vrai. Il y a un peu de réglage à faire. Et quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Spark doit avoir à peu près 200 paramètres de réglage, on doit en jouer régulièrement avec une dizaine. Le plugin lui-même en rajoute 70, vous allez probablement jouer avec une dizaine aussi. Ça fait beaucoup de combinaisons de paramètres qu'il faut trouver pour que ça marche bien. Les jobs que je vous ai donnés, là, les gains de performance ne sont pas obtenus avec la configuration par défaut. J'ai juste fait enable et ça marche. C'est pas vrai en fait. Il a fallu faire des choses. Notamment, une des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour que tirer parti de la puissance de la carte graphique, en fait, il faut lui donner à manger des données. Elle a besoin d'avoir beaucoup de données en une fois en fait. Autant Spark aime bien découper plein de petites données parce que ça garantit que c'est stable et que ça marche relativement vite, autant la carte graphique, elle préfère avoir les données en plus gros. Donc il faut augmenter le max partition size en fait, pour que les fichiers à l'entrée soient un peu concaténés. Et moi j'ai eu du mal à monter à 500 mégas. NVIDIA va vous dire 500 mégas, mais ça dépend aussi de la capacité de la carte graphique. Donc si vous prenez une grosse carte graphique, peut-être que vous pouvez monter un peu plus haut. Moi j'ai pris des T4 qui ont 16 Go de RAM, 500 mégas c'était un peu limite. Donc 400 ça passait, 380, 400 ça passait. Mais plus que 128 qui est la valeur de base. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est voir finalement est-ce que vous voulez tourner plusieurs choses en parallèle sur un GPU ou pas. Parce que par défaut, en fait, le parallélisme qui s'exécute sur le GPU, c'est pas au niveau du code. Le code en lui-même, il est mono-thread parce que c'est un seul kernel qui est envoyé au GPU. Et c'est du parallélisme de données. Il y a beaucoup de données qui sont traitées en parallèle par rapport à un CPU. Mais vous pouvez activer le concurrent GPU Task qui va vous dire, ok, en fait, je veux bien que 2 codes ou 3 codes se tournent en parallèle sur le GPU. Ça a des rendements très vite décroissants. J'ai essayé de monter en concurrence. En fait, très vite, on y perd. Le GPU est vraiment pas fait pour pouvoir travailler avec 8 codes différents en parallèle. Parce que ça veut dire qu'il va répartir ses unités d'exécution sur différents codes différents, et en fait, chaque unité d'exécution est moins efficace. Donc on y perd très vite. 2, par rapport à 1, on y gagne. 4, par rapport à 2, on y gagne, mais ça crache plus souvent. Donc moi, je me suis souvent arrêté à 2. Et il faut, si vous touchez à ce paramètre-là, il faut aussi penser à ajuster les autres paramètres qui disent à Spark combien chaque task peut utiliser du GPU par rapport à l'exécuteur. Dans le modèle de Rapids, une carte graphique est affectée à un exécuteur. Et donc si votre exécuteur peut traiter 5 tasks en parallèle parce qu'il a 5 CPU, il faut penser à dire que chaque task peut utiliser 20% du GPU pour que chaque task puisse aller envoyer des choses. Sinon, vous allez avoir des tasks qui vont attendre que les autres se finissent. Je ne sais pas si c'est comme c'est très rapide. N'hésitez pas à me poser des questions après, parce que c'est un tool selection, donc je ne peux pas trop détailler, c'est un peu technique. Mais c'est des paramètres que vous devrez probablement gérer si vous voulez vraiment utiliser ce système-là. Troisième point qui m'a paru très flagrant, c'est qu'en fait c'est très dur de scheduler des GPU sur le cloud, en particulier AWS, parce que c'est ce que j'ai testé. Non pas que ce soit difficile de les récupérer, c'est facile de les récupérer. Le problème, c'est que vous n'avez pas beaucoup de modèles disponibles. En gros, vous avez 6 machines possibles. Certaines sont beaucoup trop chères par rapport aux gains qu'on a sur les GPU. Le système ne scale pas sur les machines les plus chères en termes de puissance de carte graphique. Il ne va pas utiliser
toutes les fonctionnalités de la carte graphique pour faire le traitement de données. Et donc elles ne deviennent pas du tout rentables pour faire du Spark. Et donc pour le coup, en fait, on a en vrai que 2 ou 3 machines possibles à scheduler. Et en plus, Spark donne un GPU à un exécuteur. Donc dès qu'on est en multi-concurrence, ça devient très compliqué d'avoir une configuration qui marche bien en masse. Donc pour l'instant, à mon avis, c'est encore vraiment pour les gens qui ont des problèmes et qui sont des early adopters. Il faut être confortable avec le tuning de Spark, il faut être confortable avec beaucoup de choses. Ça s'améliore grandement, le projet est très jeune, chaque release, il y a des nouvelles choses qui s'améliorent. Dernière release, ils ont rajouté beaucoup de tooling qui peuvent faire du profiling et de la qualification de job avant de les lancer. Ils ont rajouté ils ont fait énormément d'efforts sur la gestion des erreurs. Les toutes premières versions que j'ai testées, vous étiez en out of memory, ça crachait la JVM. C'est plus le cas maintenant. Et ils améliorent au fur et à mesure la compatibilité avec Spark. Donc il y a de moins en moins de choses qui ne sont pas traitées par le GPU. Donc ça s'améliore. Si vous êtes dans des use cases où c'est vraiment possible d'en bénéficier tout de suite, ça vaut le coup de le tester parce qu'il y a des vrais avantages en termes de coût et en termes de performance. Si ce n'est pas le cas, ou si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec le tuning, je vous conseille d'attendre. Mettez ça dans votre radar comme les technos à regarder, peut-être à déployer l'année prochaine, mais ne déployez pas tout de suite si vous n'êtes pas à l'aise avec... Il faut savoir que c'est encore early adopter. Et avec ça, j'ai fini, donc je vous remercie de votre attention, et je dois avoir 3 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Est-ce que c'était pour savoir, parce que nous, on est par exemple chez Amazon, on utilise beaucoup des clusters EMR. Ouais. Est-ce que c'est facilement industrialisable ou en fait le fait de devoir faire pas mal de tuning tout le temps fait que c'est compliqué? Donc la question c'est est-ce que sur Amazon avec EMR c'est facilement industrialisable? Alors industrialisable du point de vue framework, oui, parce que c'est que de la configuration de job configuration sur Amazon, sur EMR. La vraie question sous-jacente, c'est est-ce que le cluster traite beaucoup de jobs en parallèle, donc c'est un cluster multi-tenant hétérogène, ou est-ce qu'en fait c'est un cluster qui est lancé pour lancer un gros traitement et qui se finira à la fin? Dans le deuxième cas, c'est facile à industrialiser, c'est facile à tuner. Dans le premier cas, compliqué. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Par exécuteur, oui. Est-ce que en fait il y a des recommandations pour en fait savoir la configuration qui va être la plus optimale possible pour enlever, on va dire, les GPU, le nombre de GPU par exécuteur? Donc la question c'est est-ce qu'on a actuellement des recommandations de NVIDIA, de la communauté, pour savoir combien de cartes graphiques doivent être affectées à un GPU, enfin à une tâche? À ma connaissance, non. Et en fait, un exécuteur peut avoir plusieurs cartes graphiques. Il peut demander 3 cartes graphiques. Ce qui n'est pas possible actuellement dans le framework, c'est qu'une carte graphique soit partagée par plusieurs exécuteurs. Donc si on a un serveur qui a une seule carte graphique, il n'y en aura qu'un seul exécuteur à un instant T qui pourra en bénéficier. C'est ça qui rend le scheduling compliqué sur une machine multi-tenant. Oui. Ouais. Donc la question c'est sur la compatibilité des timestamps, est-ce que ça évolue? Il y a certaines choses qui sont des limites intrinsèques au GPU. Donc par exemple la partie précision des floats, elle est intrinsèque. La façon dont le GPU va calculer les arrondis sur les floats n'est pas la même que la façon dont Spark le fait, et ne sera jamais la même. Donc si c'est un problème pour votre code, ça restera un problème. Si c'est pas un problème, vous pouvez l'utiliser en vrai. Sur la partie timestamp, ils sont en train de travailler à essayer d'améliorer la chose, mais pour l'instant c'est pas fait. Donc il y a des contraintes qui seront inhérentes et qui vont rester comme ça, et il y a des contraintes qu'ils essayent d'enlever au fur et à mesure. Je vous
Merci. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis un lien sur le Perfug. Probablement que d'ici quelques mois, si vous voulez, il y aura un talk plus long, mais plus détaillé, sur des résultats un peu plus complets et plus poussés si ça vous intéresse. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.